Bonjour à tous, bienvenue à la sixième causerie des Ateliers Bohèmes. On reçoit ce soir Clément Bénèche, un romancier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On reçoit ce soir Clément Bénèche dans la causerie et je vais accueillir Clarisse. Me voici. Merci Olivier Salut de Clarisse, m'avoir invité. ça Bonsoir à va? tous. Ça va et toi? Oui, je suis Alors, ravi. Je suis ravi. Donc ce soir, on va parler du roman. On va parler du roman avec Clément Bénèche, que je vais inviter tout de suite. Je crois qu'il est là. Attends, j'invite Clément. vas-y, je t'en Bonjour à prie. tous. Oh là là, mais vous êtes nombreux, c'est formidable. Ouais, c'est génial. Libellule ou Oh là papillon. là, vous êtes de plus en plus nombreux. Salut Bonjour Clément. Clément. Bonjour, Ça va? Salut Clément. ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? On Parce que t'entend j'ai une fenêtre super. ouverte, je vais peut-être la fermer, Super, attendez. super, super. Non, très bonne question. D'ailleurs, on se la pose Ouais, ça jamais, marche? mais en fait, elle est hyper importante cette question. Est-ce qu'on s'entend bien les uns les autres? Si tout le monde nous entend bien, c'est Euh, super. En tout cas, moi, j'entends bien Olivier et bien Clément. C'est bon, réciproque? bah Génial. super, alors je la laisse. Ok, Eh bien, super. Alors merci Olivier, Clément de nous avoir fait l'honneur de venir dans ce petit moment, cette petite conversation, donc qui va durer une petite heure. On va parler de toi et de tes livres et puis du roman en général, de l'écriture, peut-être encore de plein d'autres choses. Clarisse, peut-être tu veux dire un petit mot pour commencer? Bah, un petit mot sur le roman. En fait, je voulais faire une toute petite expérience de pensée qui consiste à prendre de la hauteur et du recul par rapport aux choses. Et celle-ci, elle est assez banale. Elle consiste à prendre énormément de recul. C'est d'imaginer un extraterrestre, voilà, c'est assez banal, qui débarquerait sur Terre par accident ou pour le travail. Peut-être que voilà, les extraterrestres aussi ont besoin de mettre du beurre dans les épinards, mais enfin du beurre et des épinards d'extraterrestres, bien sûr, et qui se demanderait qu'est-ce que c'est que ce genre humain qui a mis au point un système graphique qui consiste à déchiffrer le monde avec justement un système qui est crypté. Donc déjà, premier paradoxe qui ne manquerait pas d'interpeller cet extraterrestre. Et dans ce système graphique, il constaterait que depuis 200 ans, il y a une espèce de lubie, surtout dans certains pays, notamment un pays où il fait tout le temps moche, même en été, un tout petit pays qui s'appelle la France. Là, ils sont complètement gaga du roman depuis 200 ans. Ils ne jurent que par ça. Il faut pas leur parler des nouvelles, les fables, les poèmes à la limite. Et donc, comment on pourrait expliquer à cet extraterrestre ce que c'est qu'un roman et la pertinence du roman, pourquoi on en écrit, pourquoi on en lit, qu'est-ce que ça dit sur notre condition humaine? Voilà. Hmm. Eh ben, Euh, je découvre, je découvre cette expérience. Ça tombe bien, Clarisse, parce que j'allais un petit peu demander la même chose à Clément pour commencer. Euh, Moi, Clément, je le suis depuis déjà assez longtemps, depuis l'époque lointaine où tu avais, me semble-t-il, à peine sorti des bancs du lycée, créé un blog qui s'appelait Humoétique, qui était un blog qui parlait qui était à l'intersection un petit peu déjà de la poésie, de l'humour, du roman. Et puis, tu as publié donc 3 romans chez Flammarion qui sont vraiment géniaux, quoi. Et où à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un voyage qui se passe. Le premier, Un été slovène, était une histoire d'amour comme ça, d'été donc en Slovénie. Ensuite, il y a eu Lève-toi et charme et Un amour d'espion, donc qui étaient aussi des voyages, l'un à Berlin, l'autre à New York. À chaque fois, c'est aussi mhm. un voyage dans la langue, il y a des trouvailles à chaque page. Donc voilà, pour moi, tu es vraiment un des romanciers les plus passionnants aujourd'hui. Et je voulais te demander, voilà, est-ce que pour cet extraterrestre ou pour nous, euh, comment tu vois effectivement, qu'est-ce qu'un roman pour toi? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, tu as 6 heures. Alors, merci à vous deux pour cette invitation à laquelle je réponds depuis mon salon, comme vous pouvez le voir. Euh,
J'aime beaucoup l'idée de l'extraterrestre. J'ai cru d'abord d'ailleurs que c'était une petite allusion à un essai que j'ai sorti il y a 2 ans qui parlait de la photographie dans le roman, puisque je faisais à un moment cette hypothèse que si un extraterrestre, disons, était naturalisé français, on va dire, naturalisé en tout cas d'un pays du monde, Mhm. il se demande et qu'il avait envie, par exemple, de raconter ses souvenirs. Est-ce qu'il irait naturellement utiliser le langage ou est-ce que il glisserait des photos à l'intérieur de son récit? Mais on est peut-être déjà dans quelque chose d'un peu précis. Pour répondre sur le roman, merci beaucoup Olivier de ce que tu dis. Pour moi, en effet, le roman a été lié dès le début à la question du voyage, peut-être un peu par hasard et peut-être à cause de ma personnalité. Et pour moi, le récit est toujours né au départ d'une forme de déséquilibre ou d'asymétrie qui, chez moi, a pris la forme de la rencontre avec l'étranger ou de la rencontre avec l'autre avec un grand A. Et du coup, ça a été en effet la Slovénie, ça a été l'Allemagne, ça a été New York. Euh, mais je n'en ferai pas je n'en ferai pas une théorie générale, mais c'est vrai que pour moi, ça a été ça. Donc tu associes beaucoup l'écriture du roman à la rencontre avec un lieu, une atmosphère, une étrangeté. Oui, c'est vrai que quand je suis allé en Slovénie, et notamment dans cet endroit qui s'appelle le lac de Bled et que les touristes et les voyageurs connaissent peut-être, qui est une sorte de lac un peu au milieu du pays comme ça, au centre duquel se trouve une île minuscule avec une église qui s'y trouve. C'est un endroit assez splendide et qu'on voit sur beaucoup de photos. Ce lieu tout de suite m'a intéressé parce que j'y projetais une fiction possible. Euh, et disons que j'y voyais quelque chose presque de ludique, même si j'aime pas beaucoup le terme, mais en tout cas un lieu dans lequel il pouvait se passer quelque chose dans le cadre de la fiction. Euh, mais ça s'est pas toujours passé comme ça pour moi. Enfin, on pourra en parler plus longuement. Et justement, est-ce que y a pas quelque chose d'insuffisant dans la réalité quand on a besoin alors qu'on est dans un nouvel endroit, qui sont souvent quand même force de propositions esthétiques et qu'il y a plein d'opportunités de vivre des choses. Et là, on se dit, bah non, je vais plutôt en faire un point de départ pour une Mm. nouvelle aventure que je vais superposer au réel et qui va être un roman. Est-ce qu'il n'y a pas, comme disait Pessoa, quelque chose d'insuffisant au réel? C'est parce que le réel est lacunaire qu'on a besoin de s'échapper dans la fiction. Et le roman est peut-être la forme idoine pour, euh, pour créer cette fiction, pour l'esthétiser. Mhm. Olivier, tu veux dire quelque chose? Déjà, avant de répondre, moi, je découvre en fait ce principe de live Instagram parce que j'ai un côté un petit peu boomer. Et en fait, je suis très content de voir les noms des gens aussi passer. Et là, par exemple, je viens de voir le nom de Jean-Baptiste Gendarme, qui est un peu la personne qui nous a aussi reliés avec Olivier à une Oui, salut certaine époque. Donc, Jean-Baptiste. ça me fait plaisir. J'ai pas vu la liste. Voilà, salut à Salut Jean-Baptiste. Nicolas. C'est difficile de pas Et être concentré, C'est oui. super. voilà. Oh là là, vous Bon, êtes après, super nombreux. je vais essayer de rester concentré un petit peu. Mais en effet, Euh, Olivier, peut-être que tu veux parler justement de ça, ce point de Non, c'est départ, le hyper lieu. intéressant. C'est hyper intéressant. Bah, ça rejoint un petit peu ce que j'allais dire. Là, je suis ému par toutes ces personnes qui se connectent. J'en perds ma rationalité intellectuelle. Non, mais il y a un truc qui est effectivement passionnant. Oui, je voulais le signaler. Donc, Clément, tu as publié un essai qui a d'ailleurs reçu le prix de l'Institut de France. Un essai sur le roman qui s'appelle Une essentielle fragilité, qui est un très très bel essai, un beau titre, et qui est une sorte, bon, je te laisse l'évoquer, mais qui finalement interroge, est-ce qu'aujourd'hui, avec les médiums qui existent, le statut de la fiction a changé, le statut du roman en tout cas a changé. Quel est son rapport avec l'image? Tu interroges beaucoup le rapport entre image
et roman, à travers d'autres disciplines artistiques. Et tout ça m'amène, oui, à cette question assez bête, mais qui est souvent dans l'histoire du roman et dans la théorie littéraire, c'est-à-dire à un moment, est-ce qu'on peut encore écrire des romans? En fait, ça se posait déjà il y a 100 ans avec l'invention de la photographie. Des romanciers latino-américains comme Fuentes, comme Garcia Marquez, etc., avec l'avènement du cinéma, après voilà, sont vraiment demandés comment... Bon, c'est une question, et aujourd'hui, voilà, pourquoi est-ce qu'on écrit encore des livres, quoi? Et pourquoi, en tout cas, le roman, quelle est encore aujourd'hui j'ai envie de dire, sa force, quoi, sa singularité? Alors, peut-être pour te répondre, Clarisse, si je repense à ta question, pour moi, l'écriture n'a pas tout de suite été liée à la fiction, mais plus au désir de mettre des mots les uns après les autres, quelque chose qui finalement est assez primitif et me reste encore aujourd'hui, et qui existait avant ce désir d'élaborer une fiction, une histoire. Et ça a plus ce que j'ai aimé d'abord dans le langage, c'est pas tant le récit, mais c'est le contact avec les mots eux-mêmes et leur goût dans la bouche, on va dire. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis aussi attiré par d'autres formes d'écriture, d'autres formes de fiction. Pour autant, le roman me paraît encore la forme par excellence de la fiction. Peut-être tout simplement parce que c'est celle qui intéresse le plus de gens et que je suis né dans une époque où le roman est le genre littéraire par excellence. Mais pourquoi, et je pense que ça répond. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Juste, si tu as une petite idée, un indice de réponse à qu'est-ce que contient le roman dans sa forme spatio-temporelle, dans sa puissance de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il contient narrativement qui soit plus pertinent que les autres formes littéraires et narratives qui sont pourtant très variées et le roman est assez récent dans l'histoire littéraire en fait. Selon toi. Oui, c'est vrai. Si on en croit Kundera, le roman européen relève plus de l'héritage de Rabelais et de Cervantes finalement que de l'Odyssée et l'Iliade. Donc c'est finalement cet esprit de l'humour. C'est aussi oui, c'est là je lisais l'autre jour un texte de Simon Less, l'intellectuel belge qui écrivait sur Cervantes en disant que on a tendance à oublier que jusqu'à une période assez récente, les gens qui écrivaient en fait comme ça des romans le faisaient pour nous divertir plus que pour passer un message et ne se souciaient pas de vraisemblance, de cohérence, d'où l'addition de choses trappes dans laquelle se retrouvait Don Quichotte. Donc comment dire, est-ce que je me suis un peu perdu dans mon raisonnement? Ce serait pas la première fois. Par rapport justement à cet aspect, excuse-moi Olivier, oui. Juste par rapport à cet aspect ludique, c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait quand même se dire bon si le roman cartonne autant, c'est aussi sous sa forme commerciale, en tout cas acidulée, qui va proposer une histoire bien tournée, un petit tourbillon qui embarque le lecteur et puis qu'il redépose gentiment chez lui à la fin, en l'ayant un petit peu fait rêver et puis aussi inoculer en lui des perspectives de vie potentielle auquel il ne renonce pas, mais il sait très bien que ce sera jamais son cas en fait, c'est pas son destin. Le lecteur, il a une vie, il sait au fond de lui qu'il a une vie banale, qu'il est condamné à une vie assez banale. Et le roman, sa force, qu'on voit déjà d'ailleurs comme une mise en abîme dans Madame Bovary, c'est que le pacte du roman, c'est tu sais toi lecteur que tu vas avoir une vie banale, mais pendant quelques heures, tu as le droit de t'autoriser à fantasmer à travers la vie d'autres personnes qui eux savent toucher du doigt et de leur chair le côté un peu exceptionnel d'une trajectoire humaine, d'un destin. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui à l'heure du cinéma, des films hollywoodiens, des séries Netflix? Est-ce que cette force-là, de cette proposition d'exceptionnel est encore valable? Là, je dirais que cette fonction du roman que tu mentionnes, qui est un peu de se projeter dans des personnages, de se projeter dans des vies qui ne sont pas les nôtres, elle est en partie prise en charge, en effet, par de nouvelles formes de narration que sont
notamment effectivement les séries Netflix, etc. Mais pour recouper avec mon idée de tout à l'heure, et dans cette fameuse idée de Kundera, que finalement le roman est l'endroit où le jugement moral est suspendu. Et ça, c'est une idée qui m'est très chère, et d'autant plus maintenant qu'on se rend compte aujourd'hui que, disons, des formes de narration comme une série Netflix, elles sont un petit peu plus, comment dire, imprégnées de morale que ce qu'est le roman aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quand même le bon, le mauvais, etc. Et moi, j'aime cette ambiguïté qui est si chère à Kundera et qui fait que le roman aujourd'hui a encore un rôle à jouer en explorant des personnalités complexes, notamment par la psychologie des personnages et par la chance qu'a le roman de laisser dans l'ombre de grandes parts en fait du réel et de grandes parts d'une histoire et de laisser aussi le lecteur le loisir de laisser au lecteur le loisir de reconstituer ce qui n'est pas raconté. Tout à fait. Olivier, tu veux Non, je vous écoute. C'est passionnant cet échange. C'est vrai que le roman, c'est vrai, vient encore de plus loin. C'est vrai si on pense aux romans qui étaient des romans comiques en fait, des premiers romans comiques avec le romanesque picaresque espagnol et cette tradition-là qui peut-être s'est un peu perdue d'ailleurs d'avoir ou qui revient sous d'autres formes, mais d'avoir effectivement du jeu, d'avoir de l'inventivité. Je pense à Rabelais, à Sterne. Vous avez ces romans, La vie de Tristram Shandy. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un roman, comme ces pages qui sont tout à coup noires, entièrement noires, etc. Et c'est vrai que cette dimension de jeu, de plaisir, me semble inhérent à un roman, un bon roman, un roman abouti, réussi. Et ce que j'aime dans tes romans aussi, Clément, c'est qu'il y a quelque chose toujours, effectivement, qui bouscule un petit peu ce qu'on attendrait d'un roman. Tu as été, je crois, un des seuls, tu es un des premiers à avoir intégré des images ou des dessins dans ce qui reste des romans, clairement, qui ne sont pas des livres d'art ou etc. Donc, le fait aussi de trouver à l'intérieur de tes intrigues, des dispositifs, des choses qui vont un petit peu les assaisonner. C'est effectivement comme si le roman, par sa vitalité même, pouvait se réinventer en permanence. Ce qui n'est pas forcément le cas, je trouve. Et pourtant, Dieu sait que je suis un grand lecteur de poésie, mais la poésie met du temps à révoquer ses carcans. Et alors que le roman, j'ai l'impression, a une vitalité quand même. C'est vrai, quand on prend des romans, il y en a qui vont sortir à la rentrée littéraire. Entre certains livres et d'autres, il n'y a absolument aucun point commun. Et pourtant, c'est des romans. Donc, est-ce qu'il faut chercher quelque chose qui les subsumerait, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui a une unité dans le romanesque? Ou au contraire, je te pose la question. Ouais. À mon avis, c'est un effet naturel de la popularité du genre romanesque que son élasticité. C'est-à-dire que le fait de voir des romans à une époque donnée qui ne se ressemblent plus du tout. Mais je crois aussi qu'on est à un certain moment de l'histoire littéraire. Parce que il y a ce discours de Gracq, je pense, dans les années 60, où il dit que jusqu'à la fin du 19e, il y a eu une littérature. Et peut-être, si je me souviens bien, mais c'est à partir du début du 20e, il y a eu une coexistence entre deux littératures qui étaient, disons, une grande littérature un peu classique, Monterland, Genet, on va dire, et qui coexistait avec une littérature d'avant-garde qui a été Breton, le surréalisme, et puis après le nouveau roman. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans cette, disons, dans ce côté binaire. On est clairement dans un éclatement en forme de mosaïque des possibilités. On peut le voir comme une chance. Moi, je pense que c'est le cas. Peut-être que ça se paye par ailleurs. Je ne sais pas comment. Est-ce que tu trouves que rien ne ressemble moins à un roman qu'un autre roman aujourd'hui? Oui. Quand mais on d'ailleurs, on a des beaucoup romans, de mal c'est drôle, je ne sais pas vous, mais quand moi, ça m'arrive un peu trivialement de dire j'écris des romans, la personne immédiatement me demande quel type de roman, comme si finalement ça ne voulait rien dire écrire des romans. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a à chaque fois la même problématique un petit peu casse-tête, surtout pour les éditeurs et ceux qui sont en charge de vendre
le livre, c'est de dire alors récit ou roman, et puis si c'est un récit, qu'est-ce que ça implique, et si c'est un roman, qu'est-ce que ça, en quoi ça le distingue. Et tu parlais Clément justement de cette puissance inépuisable finalement du roman, et Olivier vient de dire qu'on sait pas trop ce que c'est qu'un roman. Et là j'ai presque l'intuition que moins on sait ce que c'est qu'un roman, plus il va pouvoir être puissant en fait, plus justement il va pouvoir comporter, enfin contenir cette possibilité de renouvellement. Plus on fiche quelque chose dans un intitulé, dans une définition, plus il se craquelle. Et aujourd'hui, comme on est quand même dans une époque où c'est une époque où les espaces-temps sont complètement diffractés, donc nos subjectivités le sont tout autant, puisqu'on peut pas. C'est difficile maintenant de vivre juste dans un corps. On a le même corps qu'il y a 3000 ans, mais on vit dans un espace-temps qui est tellement plus vaste. Et le roman, est-ce que vous pensez, Clément ou Olivier, est-ce que vous pensez que le roman arrive, parce que tu parlais d'élasticité, arrive justement à s'étendre à notre époque, à cette nouvelle dimension spatio-temporelle de notre époque? Si on pense peut-être par exemple à des... Bah vas-y, je t'en prie. Non, moi j'ai essayé. J'ai essayé dans un roman d'évoquer ces nouvelles façons de vivre et d'aimer occasionnées par les réseaux sociaux. Honnêtement, je suis pas sûr d'y être totalement parvenu parce que c'était peut-être un petit peu trop littéral comme évocation. Mais je pense qu'il y a un roman à faire qui arrivera à saisir notre époque dans ce qu'elle a de nouveau à l'échelle de l'humanité, parce que je pense que ce qu'on est en train de vivre comme révolution numérique, c'est inimaginable à l'échelle de l'histoire. Et un romancier qui arriverait à saisir ça, moi, m'intéresserait énormément. Saisir. Je trouve que tu y arrives, même si j'apprécie ta modestie, mais je trouve qu'effectivement tu y arrives bien dans tes livres, à savoir intégrer, mais sans tomber dans les pièges que ça peut supposer, intégrer des nouveaux, comme on dirait savamment, des dispositifs sémiotiques ou des configurations comme ça de langage qu'on peut retrouver, ou des formes de communication. Mais c'est vrai que c'est complexe, parce que c'est comme si ce n'était pas complètement soluble. Je veux dire, là, on fait un live Instagram, on arrive à peu près à parler quand même de littérature, mais parfois, c'est pas complètement soluble dans le romanesque ou dans le roman. Donc, non, je trouve que c'est passionnant, ces questions-là. Ouais. En fait, ce qui est amusant, c'est que dans mon dernier roman qui s'appelait Un amour d'espion, et en effet qui impliquait Tinder, Instagram, etc., pardon, j'avais mis un personnage qui, en quelque sorte, était le miroir des questions que je me posais comme apprenti romancier. Et ce personnage, c'était un personnage de designer. Et en fait, il était confronté, quand il faisait une chaise, aux mêmes questions que moi je me posais. C'est-à-dire, on peut pas faire une chaise radicalement nouvelle. Si tu fais une chaise qui ressemble à un frigo, ça marche pas, parce qu'on peut pas s'asseoir dessus. Et en même temps, t'as pas envie de faire la chaise que tout le monde a faite jusqu'à maintenant. Et donc c'est ce côté fonctionnel qui, moi, qui me crée un problème, en fait, quant à ce qu'est le roman. Et c'est ce que des universitaires ont appelé peut-être l'horizon d'attente du roman. C'est que ça définit peut-être son élasticité. Pardon, je pense un peu à voix haute, mais disons que ce que le lecteur s'attend à voir lorsqu'il prend un roman oblige en quelque sorte, à mon avis, le romancier. Et si on fait quelque chose qui est complètement à l'inverse de l'attente, eh bien, on peut tout simplement tomber en dehors de cette planète qui est le roman. Donc moi, je me pose toujours la question de cette liberté qui m'est très chère et dont j'essaie d'user lorsque je pense à une fiction, qui pour autant ne me semble pas absolue, parce que je pense que pour que le lecteur soit invité dans la danse, il faut quand même répondre il faut qu'il y ait quelques codes qui soient remplis, en quelque sorte un contrat qui soit rempli. Ouais, le fameux contrat. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de la fonction du roman. Et juste après, tu évoques un petit peu la question du désir, en fait. Comme s'il y avait, bon, ça pourrait être offre et demande, mais je pense que le roman et la littérature se situent un petit peu au-delà de ce contrat
trop fonctionnel pour le coup. Mais le désir du lecteur qui obligerait l'auteur à abonder, en tout cas à le saisir et à y répondre. Et justement, en tant qu'écrivain, et pour tous les aspirants romanciers ou les romanciers qui nous écoutent, que faire de ce désir qu'on sent? Parfois, il est tellement lourd, il est dans l'air du temps, il est d'ailleurs tellement porté aussi par la structure même de notre société à travers la publicité, à travers tous les objets culturels, qu'on pourrait se dire, bah oui, on sait ce que nos contemporains aiment, c'est évident. Enfin, il faut, je sais pas, je vais caricaturer, mais un peu de violence, un peu de sexe, des enjeux, des rapports de force, et puis des petits trucs qui parlent un tout petit peu catastrophistes, un tout petit peu qui peuvent être des espèces de prémices de ce qui va se passer. Et est-ce que ces désirs-là ne viennent pas infléchir, mais en mal, la grande liberté, la grande spontanéité artistique qui consiste justement à faire un peu table rase et de pas se caler sur ce qu'on croit être les désirs de notre potentielle audience ou lectorat. Bah oui, c'est une sorte d'équilibre à trouver, c'est accommoder son propre désir à ce qu'on pourrait projeter dans un lecteur. Il y a évidemment un équilibre à trouver. Pour autant, je pense que toutes les formes d'expression ont un lectorat parce que je pense que les tempéraments sont répartis de façon assez harmonieuse dans la nature. Et je pense que les gens qui sont pas intéressés par la violence, ils ont une place à trouver dans l'écriture et ils ont un lectorat aussi. De même pour la poésie, si on a envie, enfin, c'est la même chose pour les différents genres littéraires. Si on n'est pas attiré par le grand roman épique, on peut faire d'autres formes de romans. On peut écrire en effet de la poésie. Il y aura un lectorat. Ce lectorat, il est minime. Parfois, enfin, en ce moment, en poésie, il est en train de s'accroître, je pense, parce qu'il y a il y a notamment des jeunes éditeurs qui font des choses intéressantes. Je pense par exemple à Cécile Coulon pour essayer de redonner l'intérêt de la poésie. Et je trouve ça très intéressant parce que moi j'aime beaucoup en lire quand j'en ai l'occasion. Mais non, je crois vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Et mais là, je repense au texte de Simon Leys sur Cervantes. Il y a une belle formule parce qu'à la fin, il cite un universitaire japonais, je crois, qui dit que Cervantes, c'est quelqu'un qui essaie d'accommoder l'énormité de son désir à la petitesse de la réalité. Et j'ai bien aimé cette formule et je me suis dit finalement, c'est un peu comme ça quand on est créateur et qu'on a un désir d'expression. Et ce désir, il doit se civiliser il doit passer par les moyens de l'art que l'on a choisi pour s'exprimer. Et, et donc, je sais plus exactement où je voulais en venir, mais dans ma tête, ça avait un sens. Voilà. Non, mais c'est très juste, je trouve, cette adéquation nécessaire et le travail que ça implique aussi, parce que l'intention romanesque va inférer sur des choix formels, sur un travail romanesque, de la structure, on va peut-être en parler aussi d'ailleurs, mais moi ça me touche aussi cette idée que le roman est suffisamment libre. Je parlais de la poétesse Szymborska l'autre jour, elle dit moi, la poésie, elle est quand même prix Nobel de littérature et elle écrit dans un très beau texte. Moi, je ne sais pas ce qu'est la poésie. Je sais que je l'aime bien, un peu comme on aime du potage au vermicelle ou on aime un foulard bleu clair. Mais je ne sais pas ce qu'est la poésie et je m'y accroche comme à une planche de salut à cette ignorance. En fait, c'est très beau, je trouve, de chercher aussi à travers le travail que nous, on va faire comme auteur, ce que peut devenir ce genre-là. Mais c'est vrai que je ne vois pas d'équivalent aujourd'hui comme liberté possible dans l'espace littéraire que ce roman. Et ben, je voulais justement poser cette question aussi à Clément et à toi, Clarisse. Quand vous écrivez, est-ce que effectivement vous identifiez des difficultés qui seraient propres à l'écriture d'un roman et quelles sont-elles pour vous on a l'impression que dans l'imaginaire commun, je ne sais pas si c'est vrai, mais que écrire un poème, bon, c'est possible.
peut-être pas un bon poème, mais que bon, on peut arriver à écrire un poème, alors qu'un roman demande une maîtrise, une virtuosité, une endurance. Voilà. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus singulier quand vous écrivez, vous lancez dans l'écriture d'un manuscrit, d'un roman? Clarisse, vas-y. Alors, moi, je trouve que le roman, justement, c'est quelque chose de quand même très cadré, de très conventionnel, mais en apparence, c'est-à-dire qu'il l'est tant qu'on a en tête certains romans qu'on a lus. Et puis aussi, il faut pas oublier que on a une culture du roman qui est très véhiculée par l'école. Donc, on associe aussi pas mal le roman à des romans obligés, enfin, sur notre liste de lecture au lycée, qu'il faut commenter d'une certaine manière, faire des fiches de lecture. Mais c'est un petit peu comme, je dirais que c'est presque le même défi que de vivre, dans le sens où c'est peut-être plus ciblé, mais c'est pas parce qu'on a entendu parler de beaucoup de vies autour de nous et qu'on sait qu'à priori dans une vie, il faut avoir fait ci, ça et ci pour ne pas l'avoir raté, qu'on est obligé de faire la même chose en fait, tant qu'on l'a pas expérimenté nous-mêmes. Et j'aurais tendance à dire que le roman, c'est un peu la même chose. On a beaucoup d'idées préconçues de ce que c'est que le roman. Il y a même des trames narratives, et les adjuvants, et les opposants, et l'acmé, le dénouement. Mais bon, j'ai envie de dire un peu bullshit, quoi. On s'en fiche, en fait. C'est une vie, c'est un univers, et il a juste un début et une fin, comme toute chose sur cette terre. Et pour moi, la vraie force du roman, c'est est-ce qu'il est capable d'embarquer une vie dans une autre vie ou dans un autre univers, et comme je disais tout à l'heure, de redéposer la vie qui a été embarquée dans sa vie, enrichie, embellie, avec un petit peu plus aussi de troubles, voilà. Mais je pense que toutes les conventions romanesques, elles sont pas toutes à rejeter, mais en tout cas à questionner au moment où on écrit le roman. Je pense qu'il faut un peu les remettre en question parce que sinon ça devient vraiment trop formel et voilà. Et toi, Clément, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, en fait, quand j'ai commencé à écrire, très vite, c'est posé pour moi une question qui me poursuit un peu encore aujourd'hui et avec Olivier, on en parle assez souvent, je crois, c'est cette question de la partie et du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord eu des idées de partie, c'est-à-dire des idées ici de dialogue, ici une idée de scène, ici une phrase, ici un mot, une blague parfois. Et la question, ça a été pour moi de relier, disons, toutes ces parties pour former un tout. Alors que je sais qu'il y a des écrivains qui, comment dire, ont ce talent d'abord de voir un grand récit et ensuite de l'incarner par des scènes successives, chose qui, moi, me paraît... moi, pour moi, c'est comme monter un meuble à l'envers, en fait. Je n'arrive pas à imaginer la chose comme ça. Je crois que quand on se veut créateur, on se cherche des modèles. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais persuadé que tout le monde, justement, raisonnait en ayant d'abord une grande idée. Et donc, je me disais, je ne pourrais pas être romancier parce que moi, j'ai des petites idées, ça fera jamais un roman, quoi. Et puis un jour, j'avais lu, et ça m'avait rassuré, alors que c'est pas un romancier, mais j'avais lu que Hitchcock avait eu l'idée de la mort aux trousses en imaginant d'abord la scène de cet homme qui court dans un champ poursuivi par un avion d'épandage. Scène évidemment classique. Et en fait, j'ai appris qu'Hitchcock avait construit le film autour de cette scène. Et quelque part, je me suis dit, ouf, c'est possible. En fait, on a le droit de faire comme ça une œuvre de fiction longue qui part en fait d'une idée unique de scène. Après, effectivement, sur la question des règles, moi, c'est marrant, mais c'est une question qui me pose de plus en plus de problèmes à mesure que j'écris. Et quand j'avais écrit mon premier roman, j'ai écrit pas sans réfléchir évidemment, mais plus au fil de la plume qu'aujourd'hui, je pense. Et entre-temps, je me suis dit, mais j'aimerais bien savoir comment on écrit une histoire. Je me suis posé la question il y a 2-3 ans. Et j'avais lu un livre d'un scénariste qui s'appelle John Truby, Anatomie du scénario. Je pense que beaucoup de gens qui essaient d'écrire des histoires ont lu ce type de livre. Et c'est amusant parce que finalement, j'ai confronté, après l'avoir lu, tous les conseils que j'avais lus.
je les ai confrontés à ce que j'ai aimé moi comme roman. Et je me suis dit, en fait, aucun des livres que j'ai aimé moi, je pense par exemple à La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint, à La nébuleuse du crabe d'Éric Chevillard, au livre de Patrick Modiano, même à Kundera, finalement aucun ne répond aux exigences de ce type de manuel. Même s'il y a évidemment par-ci par-là des petites idées qui m'ont marqué. Mais par exemple, la grande idée de John Truby, c'est que pour une bonne histoire, il faut ce qui s'appelle une bonne prémisse. Et une bonne prémisse, c'est en 2 lignes, quelque chose comme ça qui va accrocher l'esprit d'un futur lecteur ou d'un futur spectateur. Et quand je pense à un livre comme La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint, je me dis, bon, bah, c'est quoi la prémisse? C'est un gars est bloqué dans sa salle de bain, il sort et joue au tennis. Bon, bah, ça ressemble à rien, quoi. C'est pas mal. Et, Un petit et peu comme la pourtant, métamorphose de Kafka aussi. C'est un type voilà, de réveil voilà. qui a un gros cafard. Mais bon, oui, c'est vrai, ça ressemble à Exactement. rien pourtant. Exactement. Et pourtant, c'est ça qui, moi, m'intéresse comme lecteur. Donc peut-être qu'en fait, je suis pas éligible à écrire des histoires comme ça, très bien charpentées, on va dire. Voilà un peu ce qui me préoccupe, moi. Ben, je ne suis pas éligible non plus, Olivier. Non, mais c'est super intéressant. Alors, est-ce que ça vient du fait que c'est un manuel de scénario et qu'il y aurait des règles plus... Ce dont je doute aussi hein, pour un Mhm. scénario de film, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi-même, très souvent empêtré dans la noirceur du processus d'écriture, je me dis, mais comment faire, à quoi me raccrocher, à quel sein me vouer, à Ouais. quel récif et j'ai envie d'être rassuré par des manuels, effectivement, par des règles que je pourrais suivre. En vérité, j'ai l'impression que pour moi, je ne sais pas pour toi Clarisse, mais écrire va consister à trouver une forme, c'est un peu ce que tu disais Clément, une forme romanesque, un dispositif qui me permette de raconter plus ou moins bien ce que j'ai envie de raconter, de canaliser ce désir. Mais cette forme-là, l'élaboration de cette forme, elle n'est pas préalable au fait d'écrire. C'est-à-dire que je n'ai pas tout conçu dans ma tête comme un plan Ikea et ensuite je l'applique. J'espère y arriver un jour hein, ou pas, mais c'est plutôt l'exécution et la conception qui sont simultanées. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'avance dans mon matériau, je me dis, tiens, ce roman va prendre cette forme-ci, en fait, c'est très clair. Par exemple, le dernier livre, donc, qui raconte, je ne sais pas si c'est une bonne prémisse, l'histoire de romancer de ma participation au jeu Question pour un champion. Je n'ai pas trouvé tout de suite la forme. Au début, je me dis, bon, bah, il faudrait raconter cette histoire, ça ferait une anecdote amusante. Et au fur et à mesure, je me suis dit, d'accord, en fait, la forme du récit doit épouser celle. Ouais. Et donc, non, On simplement, je t'a trouve que retrouvé. c'est un chemin toujours. Voilà, c'est un chemin d'écriture. Voilà, une méthode, c'est un chemin. Et je crois que du coup, la méthode, elle ne peut pas être complètement préalable. C'est-à-dire que c'est aussi, chaque livre, on va faire son propre Mhm. chemin. Et voilà. Mais je n'ai pas de grande Oui, vérité et là-dessus non puis, plus. Je ne sais pas vous, mais. non, mais encore une fois, je pense que c'est une question de tempérament, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui, par nature, en fait, sont des gens qui vont être portés à faire un plan et ensuite à le suivre. Et il y en a qui vont, au contraire, se laisser, disons, entraîner par leur propre plume. Alors, même si j'aime pas trop ce genre d'idée que les personnages nous dépassent, etc. Mais il est vrai que parfois, on écrit plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et, euh, et ce que je trouve pour le coup passionnant, c'est quand l'écriture du roman crée ses propres déterminations, ses propres nécessités. Mm, Euh, pas, mm. pas tellement parce qu'on les avait imaginées nous-mêmes, ni parce qu'on se laisse emporter par des personnages qui nous dépassent, mais parce qu'on se rend compte au fur et à mesure de l'écriture, on se dit, ah, mais si tel fait est établi, alors il est nécessaire que. Et en fait, on se retrouve à raisonner comme ça. Et finalement, le roman enchaîne ses propres nécessités jusqu'à ce que finalement les possibilités soient réduites à la fin. Mm. Euh, finalement, à mesure qu'on écrit, euh,
Il y a cet ami commun avec Jean-Baptiste Gendarme, qui est Erwan Desplanques, qui est également un remarquable écrivain, qui m'avait dit une fois, tu sais, une première page, ce ne sont que des deuils. Quand tu as écrit ta première page de roman, ce ne sont que des deuils, dans le sens où, à chaque ligne, quasiment de ta première page, tu as renoncé à un genre littéraire, un ton, une intrigue, un temps, une époque, etc. Donc, en fait, en faisant ces choix-là, on détermine, c'est vraiment ça, ce sont des déterminations successives qui, finalement, réduisent la fenêtre, finalement, des possibles au fur et à mesure. Ouais, choisir, c'est renoncer. C'est terrible. Décider, c'est tuer. C'est encore plus fort. C'est la même racine latine de Cid. Mais d'ailleurs, ouais, c'est pour ça que quand même l'écriture d'un roman, pour moi, se rapproche assez de la manière de mener une vie. D'ailleurs, tu dis c'est une question de tempérament, Clément. C'est une question de tempérament, c'est une question de sensibilité, d'inclinaison et puis aussi de tempérament dans le sens où certains individus, certaines structures mentales ont besoin d'équilibre, de symétrie, d'anticipation, de planification. D'autres se sentent beaucoup plus à l'aise avec une forme de chaos, de spontanéité, d'accident. Enfin, c'est clairement mon cas. Mais en tout cas, les deux, et c'est peut-être le roman justement qui permet à ces différents types de structures mentales et de tempéraments d'équilibrer aussi un petit peu, on peut appeler ça cerveau droit, cerveau gauche, mais de la contrainte dans de la liberté et de la spontanéité créative, ou au contraire beaucoup de prise de risque dans quelque chose qui sinon serait trop figé, trop apprêté et trop construit. Et d'ailleurs, on retrouve aussi ces différents tempéraments chez les lecteurs. Il y a je pense à un roman que peut-être beaucoup de personnes ont lu ici présent, c'est donc le dernier prix Goncourt, L'Anomalie de Hervé Le Tellier. En le lisant, je me suis dit, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ce livre est trop bien construit. On dirait que l'auteur, on dirait qu'il s'est mis dans sa cuisine un matin, qu'il s'est dit, je vais faire un super roman à Claire, et qu'il a mis des post-it sur ses murs, comme dans les séries américaines. Et là, dans le chapitre 6, ça va rebondir avec le chapitre 12, et en fait, on va se rendre compte et je me dis, donc ça, c'est impossible que ça soit écrit au fil de la plume. Et ça plaît, cette espèce d'équilibre parfait, de symétrie des personnages, des intrigues un peu imbriquées, plaît énormément. Parce que c'est comme si ça venait apporter au lecteur cette espèce d'ordre sur lequel se reposer, alors que la vie est tellement chaotique et qu'il y a déjà tellement d'incertitudes et d'accidents, que le roman, parfois, dans son espèce de maîtrise comme ça, millimétrée, est aussi une réponse rassurante. Mais à contrario, un roman qui est complètement foutraque, peut être aussi rassurant parce que il n'y a pas que moi qui dans ma tête c'est enfin un petit peu le bordel, et finalement il y a certains romans qui illustrent la grâce et la beauté de ce côté complètement foutraque et chaotique et qui le sublime. Donc c'est pour moi en tout cas, c'est vraiment ça la force du roman, c'est que dans les deux cas il est rassurant. Oui, c'est vrai, et encore une fois je pense que ça dépend un peu des lecteurs. Certains, parce qu'ils ont plus tendance à s'identifier aux personnages de romans, en effet, vont chercher à être en quelque sorte confortés peut-être dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils pensent, par des personnages, mais dans un environnement un peu différent, alors que d'autres vont chercher, comme tu dis, une sorte de consolation, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, une forme de riposte à la difficulté du monde réel, dans le monde bien ordonné du roman. Et ça, je pense que ça existe dans tous les arts. Moi, j'ai cette idée, je sais pas ce que ça vaut, mais que finalement, l'idée classique, c'est que l'art imite la vie. Et moi, j'ai l'impression que l'art corrige la vie très souvent, parce que la vie est imparfaite. Mais tu le dis très bien, c'est cette façon d'ordonner quelque chose qui n'est pas ordonné. Et quelque part, parfois à la fin de la lecture d'un roman, surtout les romans très très bien construits, ce que Éric Chevillard appellerait un bon vieux roman, on va dire, c'est quelque chose qui nous donne parfois le sentiment que le monde est remis en ordre quand on l'a terminé. C'est assez bien dit. Merci Clément. Olivier, par rapport à cette question de l'ordre, j'ai l'image, voilà, on trouve un petit peu des images, c'est très joli. J'imagine un peu comme les jardins
jardins à la française et puis les Ou à jardins, l'anglaise, c'est comme clair. on dit, à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a des romans où vraiment l'architecture est centrale et ça peut être formidable, vraiment. Puis il y a des romans, effectivement, où j'ai tendance à préférer, où on se perd dans des digressions, il y a des surprises, il y a des, voilà, c'est très beau. Je sais quand j'étais vraiment, voilà, ado, j'avais lu ce livre assez inclassable qui est L'écume des jours de Boris Vian. Et je m'étais dit, oh là là, ça change vraiment de ce que je pouvais lire d'autres à l'école et tout, parce que tout à coup, il y avait des trouvailles à chaque page, il y avait, et c'était rafraîchissant, quoi, de voir que dans le roman, j'ai découvert d'autres choses ensuite, hein, mais on pouvait en fait s'autoriser à peu près tout ce qu'on voulait, des pianos qui font du whisky, enfin absolument tout, quoi. Donc c'est gratifiant, ouais. C'est gratifiant d'avoir cette liberté, cet ensauvagement quand même possible à l'intérieur d'un livre. Moi j'aime effectivement les romans qui me surprennent, où je pensais aller à un endroit et puis je vais à un autre. Et, et Oui, voilà. et puis, en fait, j'ai l'impression que, comme le roman est un peu le genre par excellence aujourd'hui, toutes les sensibilités s'y expriment. Beaucoup de gens qui écrivent veulent faire un roman. Et moi-même, j'ai voulu très vite faire un roman, mais peut-être que dans une autre époque, j'aurais aimé faire des nouvelles. Si j'avais été américain, j'aurais peut-être écrit des nouvelles. Si j'avais été français il y a 4 siècles, j'aurais peut-être écrit des rondeaux, je sais pas. Mais je me sens peut-être plus naturellement attiré par une forme, par le minuscule ou l'infinitésimal, comme dirait Jean-Philippe Toussaint. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains. Avec Olivier, on aime beaucoup un écrivain qui est Éric Chevillard. C'est un écrivain qui a toujours dit que pour lui, le roman, il a une formule, mais qui me revient pas aujourd'hui, mais était une sorte de cheval de Troie. En fait, il se sert du genre du roman pour faire passer ce qu'il aime écrire lui. Et lui, c'est un écrivain qui dit qu'il a pour échelle la phrase. Son échelle de valeur, c'est la phrase. Et donc, lui, ce qu'il aime écrire, ce sont des phrases, des paragraphes. Et en fait, il les coud entre eux et ça fait un roman. Parfois, c'est très éclaté, comme un livre comme La nébuleuse du crabe. Parfois, il y a vraiment un effort de contention pour créer cette espèce de rail qui donne le sentiment du naturel. C'est un livre comme Choir, par exemple, qui se passe sur une île dystopique. Mais je pense que le roman, aujourd'hui, le fait qu'il est le genre par excellence donne envie, en fait, à toutes les sensibilités de s'y exprimer. Tout à fait. Et alors, justement, Clément, si tu avais pas forcément des conseils, parce que qui sommes-nous pour conseiller qui que ce soit, mais peut-être des suggestions ou des invitations, c'est mieux, des invitations techniques aux personnes ici présentes qui se lancent dans l'aventure du roman et qui voient ça comme une épopée, parce que ça peut être en effet une épopée, donc avec certains écueils. Qu'est-ce que quelles seraient tes invitations, voilà, techniques ou philosophiques? Bah, moi, ce que j'aurais peut-être aimé, non pas entendre, mais peut-être comprendre quand j'ai commencé à écrire, c'est que c'est vraiment cette idée que tous les tempéraments on voit au chapitre pour écrire un roman, et que toutes les sensibilités peuvent écrire un roman, en fait. Ça paraît bête, mais je me sentais bloqué par un tas de trucs, en fait, quand j'ai commencé à écrire. Et je me disais, ah non, mais je peux pas être romancier parce que si, parce que ça. Donc évidemment, aujourd'hui, je me dis, bah, je me cherchais des excuses peut-être pour me dire que si ça marchait pas, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Non, je crois que il faut essayer de suivre sa nature, que si on écrit phrase à phrase, et ben on écrit phrase à phrase, et puis bah au bout de, je sais pas, 4000 phrases, et ben ça fait un roman. Si on veut écrire d'une traite, c'est possible aussi. Si on veut faire un plan hyper détaillé en forme de calendrier avec des cases, on peut aussi. Je crois qu'il y a, en fait, moi, mon seul conseil, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise manière d'écrire un roman. Et ça peut paraître bateau, mais j'étais vraiment convaincu du contraire quand j'avais 18 ans, quoi. Une forme de liberté et surtout, en fait, peut-être de choisir soi-même ses propres règles parce que c'est important d'en avoir. D'ailleurs, l'autodiscipline est tellement importante quand on écrit, mais en tout cas, de pas se contorsionner
dans sa nature profonde et dans sa sensibilité. C'est ça que tu dirais, de pas aller à contre-courant de sa nature et Oui, de c'est son ça. exprimé. C'est ça. Et puis, peut-être un autre conseil qui est de bien connaître ce qu'on aime, tout simplement. Si on aime bien un écrivain, essayer d'entrer dans ses, comment dire, dans ses techniques, essayer de connaître comment il écrit, peut-être de réécrire quelques lignes de sa plume, peut-être un peu de le pasticher. Pour moi, l'écriture, c'est passé par le pastiche assez jeune. Entre mes 19 et mes 21 ans, j'ai beaucoup écrit de pastiches de Modiano pour m'amuser, de pastiches de Proust. Et quelque part, ça permet aussi c'est quoi le terme? Euh, Quand on est possédé, quoi. Enfin, ça permet de se désenvoûter et d'essayer de moins imiter aussi le maître, quoi, parce que c'est quand même ça. Mais cette phase d'imitation, pour moi, elle a été nécessaire, un peu comme pendant longtemps, eh bien, quand on était un apprenti peintre, eh bien, on allait au Louvre et on imitait, exorcisait, voilà, merci Solal. Quand on allait au Louvre, on allait imiter en fait les tableaux des plus grands, et puis un jour, peut-être, on a une voix propre à force d'imiter. On maîtrise, on aiguise sa technique et ses armes pour s'en affranchir, pour après s'affranchir de ce qu'on a suivi ou de ce qu'on a imité. Mais comme tu dis, si on a une voix propre, donc ça pourrait être aussi une question. D'ailleurs, Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses. J'adore ta position sur le roman, Clément, qui dit que toutes les voix, toutes les sensibilités ont voix au chapitre, ça j'y crois complètement. Mais est-ce que toutes les sensibilités ont une voix? Bah, ça, on ne le sait qu'en s'exerçant, je pense. Mais, euh, mais oui, de toute façon, on écrit dans le sillage des autres. Et moi, j'ai lu beaucoup trois écrivains entre mes 17 et mes 20 ans qui étaient Chevillard, Jean-Philippe Toussaint et Modiano. Et, euh, et clairement, ça donne un modèle. Et le modèle, bah, on l'imite. Et puis un jour, peut-être on a une voix propre. Moi, je suis pas sûr que ce soit le cas. Quand j'ai fait mon premier livre, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à du Toussaint, pas dans le bon sens du terme, mais que c'était justement peut-être un peu trop encore. Ça sentait un peu trop encore le modèle. Voilà. Après, moi, j'ai aussi essayé de m'échapper de mes modèles en passant par la photographie et d'essayer de trouver une voix qui mêlait le texte et l'image, parce que finalement, c'était quelque chose qui était encore peu exploré, même si il y a évidemment eu Breton, il y a eu cet écrivain allemand qui s'appelle Sebald, que j'invite tout le monde à découvrir parce que c'est un merveilleux écrivain, dont Emmanuel Carrère dit que c'est son maître en écriture d'ailleurs. Et je vous conseille fortement de lire Les Émigrants, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Et donc, oui, c'est dur de trouver sa voie. Je pense qu'on n'en est jamais sûr toute sa vie. Euh, et puis après tout, peut-être que c'est pas grave, parce que après tout, pendant des siècles, on s'est pas posé la question de la voix propre. On s'est dit, il faut faire bien selon un canon, selon un modèle, et ça a quand même donné des chefs-d'œuvre. Et donc, peut-être que finalement, il y a une tradition à continuer. En tout cas, quand il y a un désir, il faut pas se poser la question de son propre talent, et il faut avancer, quoi. Tout à fait. Et juste, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup de Mahler, le compositeur, qui dit la tradition, ce n'est pas le culte des cendres, c'est la préservation du feu. J'aime beaucoup parce que ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire finalement, tout n'est pas non plus à rejeter en bloc, on est toujours dans le sillage, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, même en vivant, on est dans le sillage des vivants avant nous, donc des morts. Et j'aime bien cette idée de feu qu'on se transmet aussi, il y a un flambeau, et c'est vif, ça crépite, et c'est très fragile, quoi. Donc, il faut en respecter tout le caractère organique et fugace en faisant en sorte qu'il soit toujours flamboyant, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais, moi, c'est cette question vraiment de la partie me préoccupe et je crois préoccupe aussi Olivier. On en parle aussi en ce moment parce qu'on est tous les deux dans des projets où on est confronté à comment dire à ces questions esthétiques. Et j'aimerais bien qu'Olivier en dise quelques mots de cette
Nous, notre grand mot, en fait, c'est la trame. Parce que depuis qu'on se connaît, on est vraiment préoccupé par cette idée de faire une trame, quoi. Parce que des idées pour faire des scènes, des trucs comme ça, on n'en manque pas, mais c'est vraiment à chaque fois faire un roman, quoi. On retombe un peu sur le début de notre conversation, mais j'aimerais bien entendre Olivier là-dessus. Oui, bah, j'ai essayé de botter en touche en vous écoutant, mais il me semble en effet que, d'une part, je trouve que c'est très juste ce que vous dites sur l'innutrition, comme on disait chez Dubélé, le fait de se nourrir comme ça de modèles pour ensuite peut-être s'en démarquer. Il y a quelque chose de très réussi, à mon sens, justement, même dès ton premier roman que tu as publié pourtant très jeune, où effectivement tu te débarrasses quand même de surmoi d'écriture, c'est-à-dire de certaines idées qu'on pourrait se faire et qu'on fait souvent au début, que pour écrire un livre, il faut écrire de cette façon-là, faire des grandes phrases ou que sais-je. Je trouve que tu as vraiment une voix qui apparaît dans ce premier livre qui est L'été slovène et dans les autres. Encore une fois, je vous encourage tous à lire les romans de Clément, mais qui effectivement se détache. Je me souviens d'avoir lu tes pastiches, je me souviens des pastiches de Modiano qui étaient très réussis. Et c'est pas incompatible, effectivement, ce fait de se nourrir de codes déjà existants permet d'affirmer sa voix. Et puis, je crois que la trame, elle est importante parce qu'elle est effectivement l'idée d'une continuité. Et Julien Gracq, dont tu parlais tout à l'heure, qui est pour moi un auteur majeur, immense, écrit en lisant, en écrivant, qui est d'ailleurs un beau titre par rapport à ça, lire, écrire, qu'il y a une sorte de traction romanesque. Alors, dans les romans de Julien Gracq, c'est extrêmement littéraire, c'est extrêmement poétique. Chaque phrase, on a envie de la recopier, de la réciter, c'est comme un poème. Mais, en même temps, il y a une traction, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, le cheval de Troie, moi, je crois que j'aime profondément la poésie, mais que pour écrire de la poésie, j'ai besoin d'écrire des romans, en fait. Si je me mets moi-même à écrire des poèmes, je vais moins loin dans ce que j'ai envie d'écrire de poésie que grâce au roman. Parce que le roman crée une histoire, crée une sorte de continuité, crée une sorte de traction romanesque qui peut nous emmener n'importe où, quoi. Et c'est magique, c'est absolument magique, quoi, d'être plongé dans un univers et d'être embarqué comme ça dans la conscience de quelqu'un, que ce soit Virginia Woolf ou Éric Chevillard, on parlait de Carrère, enfin autant d'univers qu'il y a de romanciers, mais c'est vraiment prodigieux. Et quand je dis trame, effectivement, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire trouver ce qui va, voilà, quels sont les contours de cet univers, de cette sorte de cosmogonie qu'est l'écriture. On va créer un monde, et ce monde, il faut quand même qu'il ait un ordonnancement, même si c'est peut-être un ordonnancement anthropique, si c'est peut-être un ordre qui ressemble à un désordre, mais on a besoin de forme. Alors moi, j'essaie de pas trop m'enfermer non plus dans des carcans formels, de me dire il va y avoir tant de parties, c'est ça, mais une forme au sens large, quelque chose de vivant, quelque chose d'organique. Il faut qu'on plonge dans un livre et on en ressorte épuisé parce qu'on a traversé ça. Et je pense que ça se trouve pas uniquement avec des recettes, même si elles peuvent nous aider. Ça se trouve par une sorte d'exercice d'empathie, d'intuition avec son propre désir et se dire voilà, je vais raconter ça et je vais le raconter de cette façon-là exactement. Parce que je ne peux pas le raconter autrement. Et sinon, c'est pas juste. Sinon, c'est pas vrai. Sinon, c'est pas correct. C'est pas... Cette justesse-là, elle me semble vraiment difficile à trouver. Voilà. Et la trame, c'est pas uniquement le suspense, les personnages, la dramaturgie. C'est quelque chose d'autre, un peu mystérieux, qui va assurer une sorte de continuité comme la trame du tissu dans les fresques, comme ça, dans les tapisseries. C'est le style, en fait. Bizarrement, je n'oppose pas les deux. C'est en tramant qu'on trouve le style, qu'on trouve son style. C'est pas prendre une phrase et puis rajouter des adjectifs comme incandescent ou opalescent, même si j'aime beaucoup ces adjectifs et j'ai tendance à en abuser. Mais ce que je veux dire, c'est que la littérarité, le style, il se trouve pas en projetant de la littérature sur une phrase ordinaire. Il se trouve vraiment dans
la forme qu'on crée et il se trouve en faisant. Moi, je suis un artisan. Je crois beaucoup que on devient, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, Olivier, tout à fait. On en a déjà parlé d'ailleurs dans certaines causeries. Le côté artisanal de l'écriture, c'est aussi tellement son mystère, sa beauté, de mettre les mains quelque part, de pétrir et d'avoir la patience et l'endurance de ce qu'on prétend saisir et de mettre tout ce qui est un peu fulgurant et gracieux. Bien sûr que ça existe. Mais déjà, un, ne pas l'attendre. Deux, ne pas compter dessus et croire que ça fait tout. Et trois, lui rendre hommage quand ça arrive. Modestement, justement. Ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois, on se prend vraiment pas pour rien. Mais je suis tout à fait, c'est magnifique ce que tu viens de dire, Olivier, et cet aspect-là, justement, artisanal euh, ouais, c'est très, très beau. Et en plus aussi, ce que j'aime bien, c'est l'idée complètement, comment dire, le contraire de nécessaire. C'est quoi déjà? Euh, Contingent, accessoire. Contingent. L'idée que finalement, quand on est embarqué dans un roman, on est embarqué dans une technicité, dans une ambition à tout point de vue. Alors, donc la trame, la narration, les personnages, le début, la fin, sans parler après de tout ce que ça va devenir ce livre, alors qu'au départ, personne ne nous a rien demandé. Jamais personne n'est venu avec un revolver sur notre temple, tu vas écrire un roman maintenant, d'accord? C'est quand même très drôle. Il y a peu de choses dans la vie qu'on fait en se prenant la tête. Et puis, parfois, on fait appel à des conseillers, on les paye pour qu'ils nous accompagnent et tout. Et alors qu'au départ, c'était d'une gratuité absolue. Et je pense que c'est ça qui est génial dans le roman aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est l'aspect complètement gratuit et contingent, initial et originel du roman, qui après devient, quand on parle de livres qui existent, de chefs-d'œuvre qui ont changé la vie de milliers de personnes, on se dit, et ça, au départ, c'était absolument gratuit, quoi. Désintéressé. Je sais pas si ça vous parle. Si, ça me semble assez juste. Oui, mais c'est ce côté qui peut paraître ridicule d'ailleurs de l'écrivain qui fait son truc dans son coin et, euh, et Chevillard avait une image assez marrante là-dessus en disant aujourd'hui avec comment dire euh, l'intérêt pour la littérature qui n'est plus forcément ce qu'il a été. L'écrivain extrêmement exigeant peut apparaître comme, je me souviens plus exactement de la formule, mais c'était comme un petit soldat dans le désert qui donne des ordres tout seul, quoi, quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que le moment où le livre sort est tellement précieux parce que on a trimé dans son coin pendant 2, 3, 4 ans parfois, et de rencontrer comme ça des lecteurs, c'est extrêmement précieux et ça justifie tout le temps qu'on y a passé. Tout à fait. Bah, je ne sais pas, je trouve que c'est cette idée d'enfance, comme ça, d'insouciance de l'écriture et de la magie aussi des rencontres avec les lecteurs, tout ce devenir du roman me paraît un joli mot de la fin. Peut-être que on pourrait conclure avec ça, Clarisse. Tout à fait. Bah, moi, je trouve que c'est dommage. C'était justement une très belle conclusion. Donc, Clément, peut-être que tu as envie de finaliser. Non, écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'était super. Merci Clément, merci d'avoir accepté. Et encore une fois, je vous invite à découvrir le dernier essai de Clément. Alors là, si vous voulez une réflexion ludique, gentil, profonde, sensible, humaniste, voilà, tout ce que vous voulez sur le roman et ses multiples horizons, vous pouvez lire Une essentielle fragilité de Clément Bénèche aux éditions Point du Jour, je crois. On va l'écrire sur Plein jour. Plein jour, pardon. Plein jour. Attends, je le note, regarde. Ouais, voilà, merci de le noter. Et Olivier, on va le mettre en écrit. Oui, on quand partagera va tous les liens ouais. dans le podcast que vous pouvez retrouver sur la page des Ateliers Bohème et aussi sur Spotify, YouTube et on va bientôt partager les liens de ces podcasts. Merci beaucoup Clément, c'était vraiment passionnant. Merci pour ta générosité et ta pertinence. Oui. Une dernière question. Comment on fait pour envoyer tous les petits cœurs là qui montent là? Moi, je peux pas faire. Je ne sais pas, j'aimerais beaucoup aussi.
En tout cas, ce sera un Bon, super d'accord. beau titre de livre. Tous les petits cœurs qui montent. Ce Ouais, c'est ce vrai, serait c'est vrai. dans les relais, je pense, des gares et des aéroports. Et merci Ouais, à c'est vrai. tous. Il y a énormément de gens qui ont posé. J'ai pas pu relayer toutes les Ouais. questions, mais vraiment merci pour vos questions, vos commentaires. Vous étiez Et nombreux. Ça fait tellement plaisir. merci. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les envoyer aux ateliers Bohème avant. Comme ça, on peut les poser à l'auteur qu'on invite et ça peut permettre un peu plus d'interaction. Et la semaine prochaine, on aura avec nous Brigitte Benkemoun, qu'on aime beaucoup, dont le dernier livre, Je suis le carnet de Dora Maar, est vraiment une enquête passionnante dans la psyché de Dora Maar et dans cette époque. Et on s'intéressera justement à écrire la vie des autres, la vie des autres. Voilà. Merci en tout cas Clément et merci à vous tous et Je vous à en la semaine prie. prochaine et à bientôt. Ciao, ciao. Ouais. Ciao.